Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV où on va parler de ce qu'on a vu lors de ce back-to-back Golden State San Antonio de la part de nos Bulls. Mais avant de revenir sur les matchs en eux-mêmes et de beaux matchs en plus, on a vu quand même du beau basket la plupart du temps, euh, que ce soit de la part des Bulls ou des autres. Je vais quand même revenir sur ce qui aurait été, ce qui a fait le plus parler ce week-end et qui risque de faire parler encore un moment. C'est évidemment ce qui s'est passé lors de la cérémonie du Ring of Honor avec les huées pour Jerry Krause avec sa femme présente au milieu du parquet à ce moment-là pour recevoir l'intronisation de son ex-mari pour lui. Et ça, ouais, ça continue de me mettre un peu les nerfs. Et le truc que je voulais rajouter par rapport à la vidéo que j'ai fait l'autre jour, c'est que pour moi, c'est pas le public de Chicago que je connais, tu vois, d'habitude. Le public de Chicago, que ce soit les Bulls ou les autres équipes sportives de la ville, hein, que ce soit les Blackhawks que j'ai l'habitude de suivre assez régulièrement, pareil pour les Cubs en baseball, ou même le Chicago Sky, mais ça c'est encore différent. Euh, t'as pas, t'as, t'as pas forcément ce genre d'ambiance, quoi, après, t'as pas tout le temps des événements comme ça, mais je veux dire, généralement, c'est quand même beaucoup plus réceptif et beaucoup plus. Voilà, là, c'est une fête, donc on est dans ce mood-là, on essaie pas, on gâche pas, on siffle pas, on hue pas, etc. Mais là, le problème, c'est qu'on a eu affaire à, il y a un paquet de débiles, quoi, des gens qui réfléchissent pas par eux-mêmes, à qui on a dit il y a très longtemps, voilà, Jerry Krause, c'est le grand méchant de l'histoire parce qu'il s'est brouillé plein de fois avec les gentils de l'histoire, à savoir Phil Jackson, Dennis Rodman, pas trop, plutôt Scottie Pippen, Michael Jordan. Et du coup, bah voilà, c'est lui le grand méchant. Et d'ailleurs, il y a eu, je crois que c'est le lendemain de cette histoire, il y a eu, je sais plus quel personnage sur Twitter, je crois Ricky O'Donnell qui écrit pour, je sais même plus quel journal, en gros qui a fait un édito pour dire que Jerry Krause ne méritait pas tout ce qui s'est passé. Mais il y a surtout une phrase qui m'a fait tiquer, c'est et qui est le vrai méchant dans l'histoire. Pourquoi on cherche un méchant en fait? Pourquoi il faut toujours qu'il y ait un type sur qui, voilà, dès qu'il y a un truc qui va pas, tiens, c'est ta faute. Voilà, ça amène à des situations comme ça en fait. On peut tout juste dire Michael Jordan, meilleur joueur de tous les temps, a été entouré par Jerry Krause de Scottie Pippen, de Dennis Rodman, qui a fait venir Phil Jackson, etc. Ils s'entendaient pas tous, mais tous, ils ont contribué à faire une histoire extraordinaire et il n'y a pas besoin de chercher un méchant en fait. Et puis s'il y en a un, c'est pas Jerry Krause. C'est peut-être l'autre Jerry plus qu'autre chose en fait. Mais enfin bref, ça c'est une autre histoire. Euh, Bref, c'est des sifflets qui n'avaient pas lieu d'être à ce moment-là. Et puis encore une fois, voilà, quand tu vois le bilan de general manager et de scout qu'a Jerry Krause, moi, je m'attendais au contraire qu'il ait une des plus grosses ovations, parce que bah, si tu y réfléchis bien, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est les 6 titres. Il en est quand même grandement responsable. On sait qu'il y avait sa phrase où il disait c'est les dirigeants qui gagnent les titres et pas les joueurs, même si elle a été un petit peu détournée, mais voilà, c'est un ensemble, c'est un ensemble. Et si t'as pas un general manager qui fait les bons choix, ben, on a vu avec plein d'autres exemples hein, dans l'histoire de l'NBA, hein, des super teams qui se formaient et c'est pas aller bien loin derrière. Donc voilà. Enfin bref, ça a gâché la fête et c'est d'autant plus dommage que voilà, comme je disais, on a vu du super basket. Le match face à Golden State, malgré le résultat, il était excellent. Devant ton écran, tu te régales à regarder ça. Parce qu'en plus, les Warriors étaient en mode vintage. T'avais l'impression que c'était les Warriors des années où ils gagnaient les titres. Franchement, c'était ultra fun à suivre. Moi, franchement, j'ai kiffé ce match-là. Euh, il faut quand même bien se rendre compte que sur ce match-là, on a DeRozan, plus Kobe White, plus Zach Lavine. À eux trois, ils cumulent 89 points à 33 sur 49 au shoot. Je sais pas si tu te rends compte, ça fait 66% d'adresse. À 3 joueurs, quasiment 90 points à 66%. Malgré ça, tu perds ce match-là. DeRozan 39 points à 15 sur 21, c'est monstrueux. Kobe 25 points à 9 sur 13 et 5 sur 7 à 3 points. Zach Lavine 25 points aussi, 9 sur 15 au tir, 4 sur 8 à 3 points. Et malgré ça, tu perds.
Et pourtant, la première mi-temps, elle est tellement bonne. Elle est tellement bonne. Ça part dans tous les sens. Il y a énormément de rythme. Des deux côtés, hein. Une circulation de balles, c'est ultra fluide. Il y a du mouvement loin du ballon. Ça propose des solutions. Il y a des shoots ouverts à droite à gauche. Il y a pas de temps mort. Il n'y a pas un type qui a la balle dans les mains et qui attend 3, 4, 5, 6 secondes. Non, non. C'est boum, boum, boum. Ça va dans tous les sens. Euh, Au deuxième quart, on a commencé à prendre un peu d'avance parce qu'on a mis énormément de paniers à 3 points. On a eu une adresse absolument dingue. On était à 13 sur 21 à 3 points à la mi-temps, avec Kobe White qui en mettait même depuis plus de 10 mètres sur le buzzer avant la mi-temps. On mène 75-63, et là tu te dis, au dernier match Golden State, ils en ont pris 141 face aux Pelicans. Là on en a mis 75 à la mi-temps. C'est quand même costaud, sauf que derrière par contre, quand Klay Thompson il s'est réveillé, ça a fait mal. Ça a fait très 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 mal. Là, pareil, hein, Klay Thompson, il est reparti 3-4 ans en arrière avant toutes ces sales blessures, et il nous a mais défoncé. Malheureusement, il n'était pas le seul, mais c'est lui qui a instigé le retour. Dès le retour des vestiaires, 3 points, boum, and one, boum. Deuxième 3 points, bam, bam, une passe pour un dunk. Bam, bam. Il a été extraordinaire, il nous a tout fait. Et, et les Warriors, après, ils ont pris confiance, ils ont mis des 3 points dans tous les sens. Ils ont refait leur jeu en mouvement permanent, loin du ballon. Puis, on n'a pas été capable de suivre défensivement. On était perdu. Il y avait tellement de screens d'un côté, des flare screens, des screens partout, des mouvements, tu savais pas où donner de la tête, et forcément tu perds ton joueur, boum, shoot ouvert à l'opposé. Il y a eu énormément de ça. Euh, et en plus, donc sur les shoots ouverts en extérieur, mais après quand ils attaquaient le cercle, pareil, on était sur des mismatchs, donc du coup on a fait beaucoup de fautes. Ils ont eu énormément de lancers sur la deuxième mi-temps, je crois qu'ils en ont 19. Euh, Ils ont pris confiance et derrière ils nous ont démonté, quoi. Kuminga il nous a détruit. Saric pareil. Curry sur la fin, voilà, il a pas eu beaucoup d'adresse au début, mais après quand il s'est réveillé lui aussi, c'était trop rapide, c'était trop fort, tu pouvais rien faire. J'ai presque envie de dire qu'elle est un petit peu pour Billy Donovan cette défaite, parce que un truc qui m'a emmerdé dans ce match-là, c'est qu'on jouait une équipe qui, malgré son bilan dégueulasse ou quoi, a quand même une grosse qualité, c'est que c'est une des meilleures équipes de la ligue au rebond offensif. Et sachant ça, et sachant que nous, on n'est pas forcément une des meilleures équipes de la ligue au rebond non plus, et qu'on manque de taille en plus, parce que voilà, on n'a toujours pas Torrey Craig notamment, euh, on a débuté le match small ball, avec Vooch plus Kobe, Demar, Zach et Caruso. Et non seulement on a commencé comme ça, mais on a insisté plus tard dans le match où, au début du quatrième quart-temps, c'est même Patrick Williams qui est en pivot avec 4 arrières à côté de lui. Et dans ces moments-là, donc au début de match et quasiment tout le premier quart-temps, plus, euh, plus ce moment au début du quatrième quart où il y a Patrick Williams qui est aligné en pivot, les Warriors ils ont fait ah ouais, bougez pas. Boum, Saric, ballon à l'intérieur pour lui, il a bousculé tout le monde, il a mis des points près du cercle. Euh, Grosse domination rebond offensif aussi avec Wiggins notamment. Enfin, dès qu'on jouait small ball, ils ont vite trouvé la parade en mettant des gars avec de la taille, et à l'intérieur, ils nous ont bousculé, ils nous ont fait énormément de mal. Il y a beaucoup de joueurs des Warriors qui nous ont vraiment déchirés sur ce match-là, et on n'avait tout simplement pas les armes pour les contrer, quoi. Le danger venait de partout, et quand même. Pourtant, on a fait en deuxième mi-temps des stats honorables. 56 points à 47,7%. C'est très bien. 11 passes décisives. Sauf que les Warriors, sur le même temps, ils font 78 points à 53% et 21 passes décisives. Ils en font même 39 passes décisives sur 49 paniers sur ce match-là. C'est dire la qualité de la prestation collective de cette équipe ce soir-là. On n'a rien pu faire. Tu prends 48-20 dans le troisième quart-temps, où tu fais 0 sur 9 à 3 points d'ailleurs. Non, non, on était perdus sur les pick and roll, les mouvements loin du ballon. Physiquement, ils nous ont défoncés aussi. Ils nous sont rentrés dedans, on n'a jamais été capable de répondre. Clairement, ils jouent pas comme ça tous les soirs, Golden State, sinon ils n'auraient pas le bilan qu'ils ont. Ils sont même pas dans le play-in à l'ouest. Mais là, sur cette soirée-là, vendredi soir, il n'y avait rien à faire. C'était, voilà, les Warriors d'époque, on gagne les titres et on défonce tout le monde. Non, il n'y avait rien à faire.
Rien à faire. Du coup, t'en prends 140 à la piole. Ça pique un petit peu, mais voilà, quand l'équipe en face fait une telle prestation, bah, tu peux que dire, bon, bah, chapeau, bravo. On pouvait rien faire, quoi. Non, c'était impensable, donc voilà. Mais il a vite fallu digérer ça parce que dès le lendemain, on était à San Antonio, où on est arrivé à 3 heures du matin, on a atterri à San Antonio à 3 heures du matin. Et ce déplacement à San Antonio c'est le premier déplacement d'une série de 12 matchs à l'extérieur sur 17. Donc à partir du match des Spurs, les 17 matchs, tu en as 12 à l'extérieur. Donc maintenant, après celui-ci, il t'en reste 11 à l'extérieur sur les 16 prochains. Mais voilà, donc on va énormément enchaîner, sachant qu'avant ce match à San Antonio, notre bilan à l'extérieur, c'était de 5 victoires, 12 défaites. Là, si tu veux continuer à rester bien dans les bonnes places du play-in, essayer de monter un peu au classement, te rapprocher d'un bilan équilibré, il va falloir aller les chercher à l'extérieur, les victoires. Parce que là, en ce moment, ça va être beaucoup hors de Chicago ce que ça va se passer. Les Spurs aussi étaient en back-to-back et donc bah, on fait reposer Wembanyama, ce qui a pas mal décimé leur secteur intérieur parce que comme Zach Collins est blessé pour quelques semaines, bah, du coup ils étaient un petit peu ric-rac à l'intérieur et on en a bien profité dans ce match-là quand même, ça a été intéressant. Malgré l'absence de Patrick Williams qui était blessé à la cheville, le souci à la cheville qui traîne depuis à peu près 10 jours maintenant, et en plus apparemment il a un petit souci au talon en plus, donc on va espérer que ce soit pas quelque chose de grave et qu'on le retrouvera vite. Euh, mais voilà, en tout cas ce qui est sûr c'est que sur ce match-là, d'entrée, on a affiché la même circulation de balles que la veille à Golden State, où la plupart du temps, voilà, c'était fluide, il y avait des tirs ouverts. euh, on a changé un petit peu les rotations, vu que Patrick Williams n'était pas là. Javon Carter est rentré, ça faisait 2 matchs qu'il jouait plus. Là, il rentre, et comme d'habitude, dès qu'il a le moindre espace, boum, je dégaine à 3 points dans tous les sens. Il a fait 4 sur 9 derrière l'arc dans ce match-là, il en met quelques-uns dans le premier quart-temps. Ayodo Sunmu fait un super match aussi. Dès qu'il est rentré, impact direct, du physique défensivement, un alley-oop pour André Drummond, des 3 points, des attaques du cercle. Il a été excellent. On mène 35-23 après un quart-temps, ce qui, d'après une certaine stat, est la plus grosse avance qu'on ait eue dans notre histoire sur le parquet des Spurs après un quart-temps, plus 12. Donc c'est dire comme c'est dur d'aller gagner là-bas pour nous. On menait de 8 points encore à la pause. On est là en défense, on prend des rebonds, on met beaucoup d'énergie, mais petit à petit, ça va diminuer. Et tu t'y attends. Parce que d'une, bah, la fatigue cumulée, hein, on est en back-to-back, on a joué 2 prolongations les 2 matchs d'avant. Euh, Forcément, tu as un peu de fatigue qui se met en place. Puis on est en effectif limité, parce qu'il n'y a pas Torrey Craig et il n'y a pas Patrick Williams. Et puis bah, les Spurs, comme on l'a dit quand on les a joués déjà en début de saison, c'est une équipe qui te casse les couilles. Elle ne va pas forcément gagner, hein, parce qu'ils avaient que 7 victoires, je crois, avant ce match. Ils étaient à 7-30. Mais ils vont t'emmerder, ils vont pas te lâcher. Tu vois, des mecs comme Sochan, c'est une peste. Il est là, il joue physique, il dévie des ballons, il a toujours les mains quelque part pour essayer de contrer quelque chose. Il y a des bons contests près du cercle. Voilà, c'est une équipe jeune. Ils se disent, bah, tu sais quoi, on va les bousculer un peu, on va voir comment ils répondent. Sachant que la veille, bah, c'est ce que les Warriors ont fait et on n'a pas forcément bien répondu. Là, ça a été mieux et pourtant, ça a été quand même laborieux. On a mené de 18 points dans le troisième quart-temps. Et à la fin du troisième quart-temps, donc ce même quart-temps où on menait de 18 points, il y a égalité 94-94. Parce que, à un moment donné, alors que les Spurs venaient de passer 4 minutes sans mettre un panier, hein, et là d'un coup, on se met à paniquer, mais je sais pas, on a enchaîné les conneries, balle perdue, shoot précipité alors qu'il y avait le temps, tu pouvais mettre quelque chose en place. Il faut dire qu'ils ont commencé à nous presser un peu plus haut, même sur les remises en jeu, ils étaient 2 ou 3 à essayer de nous presser haut. Euh, mais voilà, les Spurs ont commencé à nous bousculer et nous on savait plus trop quoi faire. Je pense il y a un mix ouais, de fatigue et perte de lucidité à ce moment-là. Euh, et du coup, le momentum, c'est un peu retourné, quoi. Les Spurs ont mis quelques paniers à 3 points. Il y a eu un gros dunk de Wesley qui part dans le trafic. Keldon Johnson qui met des 3 points dans tous les sens. Donc ils reviennent comme ça. Ils passent même devant au début du quatrième quart-temps. Et là, tu te dis, ça pue. C'est le match piège par excellence. Et on est en train de tomber dedans, mais direct. Et puis finalement, à l'expérience, en fait, on va bien se reprendre, déjà avec pas mal de lancers francs provoqués par Zach LaVine et Vucevic. Et puis surtout, la défense va monter d'un cran. Alors que jusqu'ici, parfois, sur certains pick and roll, on n'était pas forcément au bon endroit au bon moment.
Là, sur la fin de match, il y a des meilleurs contests près du cercle, notamment par Vucevic qui met quelques contres et qui reste bien droit pour contester tous les shoots et sécuriser les rebonds. Euh, il y a des hustle plays un peu partout avec Caruso qui est sur un type, qui va aller faire une aide de l'autre côté, qui revient défendre sur un, qui dévie un ballon, qui la sauve avant qu'elle sorte en touche. Enfin bref, Caruso et Vooch, autant le dire tout de suite, sur cette fin de match, ils ont été extraordinaires. Extraordinaires. Ils ont fait tous les petits trucs qui font la diff, tu vois. Aller sécuriser les rebonds, faire les box-out, les contests près du cercle, voilà, les mains actives pour dévier les lignes de passe, etc. Et puis derrière, Vucevic qui claque cet énorme panier à 3 points dans le corner pour sceller le match, tout simplement. Le gros dagger dans le corner. Au final, on s'impose 122-116, mais ouais, Caruso et Vooch ont été extraordinaires. Ça n'a pas empêché qu'on a bien souffert dans ce match-là. On aurait peut-être pu souffrir un peu moins, mais voilà, encore une fois, le mix de la fatigue cumulée, l'équipe en face qui te bouscule. Au moins, on a su répondre aux défis physiques et c'est quelque chose d'intéressant parce que, voilà, avec l'accumulation des matchs, et puis il faut quand même rappeler qu'on est encore l'équipe qui a joué le plus de matchs cette saison, hein. C'était notre 41e match de la saison, donc on est à mi-parcours. Et, euh, et ouais, je crois qu'il n'y a que Denver qui a 41 matchs aussi. Donc voilà, on est l'équipe qui a le plus joué. On est en effectif diminué. C'était un back-to-back, match en prolongation les deux matchs d'avant. Donc voilà, mine de rien, c'est une belle victoire à l'extérieur. On est à 19-22 désormais au bilan. Donc on se rapproche quand même petit à petit du bilan à l'équilibre. Et puis voilà, le bilan extérieur du coup est désormais de 6 victoires, 12 défaites. Et voilà, comme on l'a dit, il y a beaucoup, beaucoup de déplacements qui arrivent, donc il va falloir aller chercher des victoires à l'extérieur, à commencer par celle de ce soir sur le parquet de Cleveland, dont c'est le premier match après le Paris Game, donc on va espérer qu'ils aient encore un petit peu de jet lag dans les pattes et qu'ils soient un petit peu fatigués par ça, parce que c'est vrai que ces derniers temps, c'est eux qui nous mettent les pilules plus que l'inverse, hein. Ils nous ont tapé 4 fois l'an dernier, ils nous ont déjà tapé cette saison United Center, et assez salement en plus, donc voilà, il va falloir être solide pour aller chercher ce match-là pour le Martin Luther King Day. On va espérer récupérer Patrick Williams. J'ai pas plus d'infos à ce niveau-là. Torrey Craig en a encore pour quelques semaines, mais il devrait recommencer à courir. Et maintenant, c'est voilà, voir s'il n'y a pas de rechute et puis retrouver une certaine condition physique. Mais même s'il y en a encore pour au moins 3 ou 4 semaines d'absence pour Torrey Craig. Donc on va continuer de faire sans lui. Et puis voilà, il va falloir aller chercher ces matchs à l'extérieur, hein. Donc on a Cleveland ce soir, on a Toronto jeudi soir, live tweet pour ce match jeudi soir à Toronto. On pourrait même éventuellement faire un live avant, comme j'ai fait quelques fois en début de saison et après j'ai eu beaucoup moins de temps pour le faire. Donc vous me dites si ça vous intéresse et puis on se fait ça genre une demi-heure avant le coup d'envoi, on se retrouve en live sur YouTube et puis on décortique un petit peu comment ça se passe. Et puis voilà, donc il y a aussi l'article comme chaque lundi qui sort aujourd'hui, le baromètre des Bulls, donc allez voir ça. Et puis voilà, on se retrouve sur Twitter, on a une prochaine vidéo qui arrive, soit après les Cavs, soit après les Cavs Raptors, et puis voilà, on continue de suivre cette saison tous ensemble. Donc d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, Bulls.